Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme prévu, on prend l'avion direction la Pologne pour découvrir un parc que j'attendais de visiter depuis un petit moment. Ce parc se situe dans la ville de Zator, non loin de Cracovie, et c'est Energylandia. Et si j'avais envie de visiter ce parc, c'est pour une seule et bonne raison, les coasters. Car accrochez-vous, on n'a pas 5, pas 10, pas 15, mais bien 20 coasters dans ce parc. Alors on va voir en faisant le tour des 20 coasters du parc ce que vaut vraiment Energylandia. Alors juste avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voulais remercier Max de la chaîne Max part en vrille et son groupe Facebook Je peux pas j'ai coaster, car sans eux j'aurais eu beaucoup de mal à m'organiser pour ce voyage. Alors si jamais cette vidéo vous donne envie d'aller faire un tour à Energylandia un de ces quatre et que vous vous demandez comment organiser le voyage, eh bien je vous conseille de vous tourner vers ce groupe Facebook. Allez, sur ce on est parti. Alors déjà ce que je dois dire c'est qu'à mon arrivée à Energylandia en voiture, il y a 3 choses qui m'ont frappé. Premièrement la taille de la structure de Zadra, deuxièmement l'immensité du parc avec tous les coasters qui dépassent et une route qui passe à travers le parc, et pour finir le layout d'Hyperion qui borde le parking et qui nous met déjà dans l'ambiance. Je peux vous dire qu'en tant que coaster fan, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer dans le parc pour aller rider tout ça. Mais avant de rentrer dans le parc, on va devoir attendre un petit peu au niveau de l'entrée qui fait un peu carton-pâte, il faut le dire. Par contre, au bout de notre attente, on a le droit à une petite mise en scène pour l'ouverture des grilles qui est vraiment bienvenue. Je peux vous dire qu'après 2 ans d'attente pour venir ici, quand il y a un décompte de 10 secondes avant l'ouverture des grilles qui est mise en scène avec de la musique, ça fait quelque chose. Passé les grilles, on vérifie rapidement que mon matériel soit adéquat pour filmer dans le parc. Et je découvre une Main Street assez sympa, avec pas mal d'animations, en tout cas tous les jours où j'y étais c'était animé. Ça y est, j'y suis, et au niveau des coasters, j'ai l'embarras du choix. Bon, même si c'est tentant parce qu'il est juste à côté de l'entrée, je vous déconseille d'aller directement sur Hyperion parce que tout le monde y va dès le matin. Et donc moi, pour commencer, je me suis dirigé vers le centre du parc pour aller faire le coaster Vekoma Formula. Et alors sur le chemin pour aller faire le coaster, j'ai commencé à comprendre un petit peu l'ambiance du parc. Autant par endroits on a des allées assez mignonnes, mais niveau théma, c'est assez douteux vraiment. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. En tout cas, j'en profite pour me prendre un bracelet qui va me servir pour prendre des casiers dans le parc toute ma journée. Car il faut savoir qu'à Energylandia, il fonctionne avec un système de casiers assez bien rodé. En gros, vous avez des casiers un peu partout dans le parc et dans la plupart des files d'attente. Et il vous suffit de prendre un bracelet qui coûte seulement quelques zlotys, ça va vous permettre de déposer vos affaires partout où vous allez. Bon, c'est sympa tout ça, mais il est temps d'aller faire du coaster quand même. Et comme j'ai dit juste avant, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur le petit launch coaster Vekoma qui s'appelle Formula. On a là un coaster de série assez compact du constructeur hollandais, et je peux vous dire qu'avec tout le bien que j'en ai entendu avant de venir, j'avais vraiment hâte de le tester. Après la découverte d'une file d'attente et d'une gare assez maladroitement thématisée, on va pouvoir embarquer dans ces trains nouvelle génération Vekoma, et on va pouvoir s'engager dans le parcours. Bon, et bien du coup, est-ce que ce Formula est si bien que ça? Et bah c'est vrai que malgré sa taille, ce coaster il envoie quand même du lourd, surtout dans sa première moitié. Le launch fait le café sans être exceptionnel, mais surtout il nous permet d'aller dans la figure d'appel qu'est le Sidewinder. Je trouve cette inversion très bien dosée, car arrivé au sommet, on va avoir un bon moment d'hang-time, et dès qu'on reprend de la vitesse en sortie, on va avoir de l'intensité, surtout dans le virage. Quand on commence à se sentir bien tassé dans son siège, on a le droit à un joli camelback qui nous offre un bel éjector. Éjector malheureusement bridé à cause des vestes souples présentes sur les trains nouvelle génération Vekoma. On enchaîne sur un corkscrew pas désagréable avant d'arriver sur le moment le plus intense du parcours avec un virage au ras du sol dans un tunnel. Passé ce virage, je dois avouer que j'ai beaucoup moins apprécié Formula car j'ai trouvé qu'on perdait vraiment en rythme et que les éléments étaient passés trop lentement. On a quelques boss sans gros airtime et une inversion où on pendouille dans notre siège et c'est plus ou moins fini. En résumé, Formula ça reste une bonne machine mais elle a pas réussi à me séduire au milieu des autres gros coasters du parc. On a quand même un layout qui est assez court et je trouve la deuxième moitié pas super utile. Et malgré le fait que la New Gen Vekoma ça soit beaucoup mieux que l'ancienne génération, et bien sur ce coaster on va quand même retrouver 2 problèmes, ça va être les harnais vestes qui sont quand même vachement gênants et aussi on a des petites vibrations à l'arrière du train qui ont tendance à me déranger. Mais bon, ça reste sympa, c'est un bon launch coaster et j'espère voir d'autres coasters de ce style débarquer dans des parcs dans le futur.
Juste à côté de Formula, on retrouve un coaster qui n'est pas sans rappeler une machine française et plus précisément normande, car Energylandia, tout comme le parc du Bocas, possède un SFC de chez Vekoma, là où le parc normand a décidé de partir sur une thématisation autour des dinosaures avec Orochi. Ici on a plutôt fait le choix d'une thématisation autour des dragons avec RMF Dragon Roller Coaster. Bon, par contre, pour faciliter un peu les choses, on va l'appeler Dragon. Bon, je vais être un petit peu obligé de faire le parallèle entre les deux coasters parce que ce sont deux clones et en vrai ce qui est valable pour un est valable pour l'autre plus ou moins. Et donc étant donné que j'avais déjà fait Orochi avant, Dragon n'a pas été une grande surprise. En effet, ces Suspended Family Coasters de chez Vekoma sont vraiment bien, que ça soit au niveau du confort ou du parcours, on n'en demande pas beaucoup plus d'une machine comme ça. C'est vraiment pas mal que ce soit pour les petits ou pour les grands. C'est très soft et très agréable, mais on a quand même le droit à notre lot d'intensité sur le départ avec la chute, le tunnel et le premier virage. Même si je préfère largement la théma d'Orochi, j'ai beaucoup aimé l'implantation au-dessus de l'eau de Dragon. Les seuls reproches qu'on pourrait faire à ce coaster, c'est qu'il est un peu court et qu'il peut tourner qu'à un seul train, donc le débit c'est pas vraiment ça. Et j'ai aussi ressenti quelques vibrations sur Dragon que j'avais pas eu sur Orochi, mais le coaster est quand même 6 ans plus vieux. En tout cas, Energylandia a été intelligent en investissant dans ce modèle de coaster qui agrémente quand même vachement bien l'offre familiale. Bon, après avoir parlé du SFC de chez Vekoma, est-ce qu'il serait pas temps de parler du SLC ? Car oui, Energylandia a senti bon en 2015 d'investir dans un Suspended Looping Coaster, modèle qui a connu son âge d'or dans les années 90 et qui aujourd'hui est réputé comme l'un des pires modèles de coaster existants. Du coup, ce fameux SLC, on peut pas le rater avec son rouge pétant et il s'appelle Roller Coaster Mayan. Bon, je dois admettre que ça fait un gros coaster pour pas très cher et ça prend pas vraiment de place. En plus, Vekoma a installé des harnais avec des vestes souples plutôt que des harnais durs au-dessus des épaules, donc ça devrait être mieux. Bon, on va voir ça. Aïe aïe aïe. Ça y est, on est parti sur un SLC, on va voir ce qu'il donne. C'est parti. Wow. Ok, c'est toujours de la merde. Oh, wow. Oh, ça pue, ça merde. Oh putain non. Oh putain. Ok, ça pue. Oh. Oh. Ok, c'est nous. Même sans les harnais de mort, là, c'est de la merde. Du coup, j'imagine qu'à ma réaction, vous vous doutez que j'ai pas vraiment apprécié mon tour. On sent qu'il y a quand même du mieux par rapport aux autres SLC, forcément. Mais là où sur les anciens SLC on se tape la tête, au final là on se tape le torse et c'est pas beaucoup plus agréable. C'est peut-être le moins mauvais SLC que j'ai fait à ce jour, mais bon, un SLC ça reste un SLC. Et franchement, être le meilleur parmi les pires, c'est pas très glorieux. En tout cas, à mes yeux, ça reste une vraie occasion manquée de la part d'Energylandia qui a quand même fait un coaster qui présente bien avec une jolie gare et une belle ambiance. Mais on commence vraiment à ressentir le parc qui a voulu accumuler les coasters sans forcément faire des investissements intelligents. Parce que vous allez voir que Maya n'est pas un cas isolé dans le parc et qu'on a favorisé la quantité à la qualité par endroit. Mais bon, il est temps de passer dans le tunnel qui nous permet de passer sous la route pour aller dans la deuxième moitié du parc. Je découvre la zone de la ville des dragons qui est vachement mignonne, assez végétalisée et plutôt bien décorée avec des belles allées. Mais surtout dans cette zone on retrouve un monstre qui n'est autre que le plus grand coaster hybride du monde et ce coaster c'est Zadra. Ce titan de bois et d'acier a été construit par Rocky Mountain Construction, entreprise spécialisée dans le retract de vieux wooden pour leur donner une nouvelle jeunesse. Sauf que cette fois-ci, et pour la première fois de leur histoire, RMC ont pu imaginer un coaster de zéro sans partir sur la base d'une machine déjà existante. Et je peux vous dire qu'Alan Schilke a fait du bon boulot sur ce projet. Déjà de l'extérieur, le coaster en jette. La structure est magnifique, la drop avec le zéro Gestalt signature en dessous sont reconnaissables parmi 1000. On entend les trains rugir de loin et Zadra domine le ciel dans sa zone. En tout cas, ce coaster était tout en haut de ma bucket list européenne, et après une longue marche dans la file d'attente, les portes de la gare s'ouvrent et ça y est, je peux embarquer.
putain. Oh, c'est excellent. Qu'est-ce que c'était que ça? Et ben en effet, Zadra, il était pas en haut de ma bucket list pour rien parce que c'est vraiment une bombe. Alors, avant de faire des éloges de ce coaster, je vais d'abord parler du seul point négatif que j'ai trouvé sur Zadra. Et ce seul point négatif, c'est les lap bars et plus précisément les shin guards. C'est un élément de la lap bar RMC qui vient se poser sur les tibias et qui a tendance à appuyer un peu sur ces derniers. Et c'est dommage parce qu'autrement ce coaster est parfaitement fluide et confortable, il n'y a aucun problème d'à-coup, rien du tout, pas de vibration. Mais on va quand même avoir tendance à avoir mal aux tibias et aux cuisses à cause de ces lap bars. Autrement c'est dantesque, on commence avec une drop monumentale que le train avale en un claquement de doigts. On a un superbe éjecteur à la sortie du demi-tour avant le 0G stall. Et ce 0G stall, il faut le voir pour le croire. On se fait basculer d'un coup sur la gauche avant de passer quelques secondes la tête à l'envers, mais on a l'impression que ça dure une éternité. Et comparé au 0G stall de Toutatis, on va pas du tout pendre dans notre siège, on va vraiment flotter tout du long, c'est magnifique. Dans cet élément, à l'instant où on commence à pendre dans notre siège, et ben on va nous remettre à l'endroit. C'est très bien calculé. Ensuite, on pense faire un demi-tour classique, mais on se mange un outer banked des enfers. Cet élément, il est vraiment prêt à une vitesse où on se demande à la fois comment nous et le train restons sur la voie. C'est complètement dingue. Ensuite, un camelback très classique mais très efficace, et un 0G roll dans la structure où on pense perdre nos bras. On enchaîne avec un double down qui donne des bons jets négatifs et des bons jets latéraux. On arrive ensuite sur un S-turn digne de Taron pris à une vitesse pas possible. Et pour finir, on prend un 0G roll très planant avant de se planter dans les freins. Cette machine, c'est de la folie. Chaque élément fait son travail, c'est super diversifié, on a de la vitesse, de l'intensité, des jets négatifs, des jets latéraux, et le tout est bien souvent cumulé. Mais le plus marquant sur ce coaster, c'est bien évidemment son rythme. À peine engagé dans la première descente, on est déjà presque à 120 km/h et jusqu'aux freins finaux, on a l'impression de pas perdre de vitesse. On arrive avec une vitesse presque inquiétante sur les éléments, surtout quand le coaster a bien chauffé. Et on pourrait croire que le coaster est court, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'il boucle son parcours à une vitesse record. Et il arrive sur les freins avec une vitesse que beaucoup de coasters n'atteignent même pas. Enfin bref, je pourrais parler de Zadra pendant longtemps, mais il faut quand même parler d'autre chose à un moment donné. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coaster à faire absolument. À ce jour, au moment où j'enregistre, c'est encore mon coaster préféré, et je pense pas qu'il soit près d'être détrôné. Tant qu'on est dans la cité des dragons, il est temps d'évoquer une des spécificités d'Energylandia. Et cette spécificité, c'est que dans leur quête de record, Energylandia a fait se côtoyer le pire avec le meilleur. En effet, en voulant battre des records en quantité de coasters, on dirait qu'ils ont investi un petit peu à l'arrache. Il faut savoir qu'Energylandia, c'est un parc très récent, il a seulement ouvert en 2014, et pour arriver aujourd'hui à une quantité de coasters aussi énorme, ça leur arrivait certaines années d'ouvrir 2 voire 3 coasters dans la même année, mais alors des fois, faut vraiment voir les coasters qu'ils ont ouverts. Et c'est maintenant que je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est les crédits pourris. Pour la faire courte, parmi les coaster fans, il y a des gens qu'on appelle les chasseurs de crédits, je me considère comme en étant un. On va considérer que chaque attraction considérée comme un coaster vaut 1 crédit, et pour récupérer ce crédit, on va devoir faire le coaster et boucler un cycle complet. Par exemple, moi au jour d'aujourd'hui, je suis à 255 crédits, et à Energylandia, étant donné qu'il y a 20 attractions considérées comme des coasters, j'ai dû me les coltiner les 20. Mais autant un crédit comme Zadra, on le récupère avec plaisir, c'est forcément un coaster qu'on a envie de faire et on le fait pas juste pour récupérer notre crédit. Mais par contre, quand on se retrouve à faire ce genre de coaster à quelques dizaines de mètres du meilleur coaster d'Europe potentiellement, ça c'est ce qu'on appelle un crédit pourri. Et on peut dire qu'Energylandia recèle de ces derniers. Et donc pour raccourcir un petit peu la vidéo, j'ai décidé de lister tous ces coasters à Energylandia qui pour moi ne sont ni assez bons ni assez mauvais pour qu'on en parle longuement. Pour la plupart, ils étaient juste moyens et il n'y avait pas vraiment grand intérêt d'en parler. À vrai dire, c'était un petit peu les coasters qui me faisaient souffler du nez au moment de réfléchir à comment les intégrer à cette vidéo. Et on va commencer avec les bas-fonds avec Happy Loops qui est pour moi le pire coaster du parc. C'est tout simplement un coaster du modèle que je déteste le plus au monde actuellement. Les splendides spinning SBF avec un parcours en 8. On se demande ce que ça fait dans ce parc, c'est moche, c'est inintéressant et ça a même pas le mérite d'être confortable alors que c'est fait pour les enfants. Enfin bref, j'ai subi, j'ai pris mon +1 et je suis parti. On enchaîne avec un coaster d'anthologie qui se trouve pas très loin du précédent, et ce dernier on le doit aussi à nos amis de chez SBF Visa Group, et ça se passe de commentaires à vrai dire. Je vais pas faire ça quand même, hein. Je commenterai même pas ce qui est en train de se passer là. Je vais pas me plaindre, c'est déjà miraculeux que ça compte comme un crédit. Je vous laisse juste imaginer le moment de gêne quand mon regard a croisé celui de l'opératrice qui m'a vu débarquer avec ma casquette Zadra et ma caméra au torse. Enfin bref, autre grand moment de gêne quand j'ai été faire la pomme locale et que l'opératrice m'a demandé si je m'étais pas trompé de fil. Et non madame, je suis bien venu faire Fruity Loop Coaster parce que ça fait +1. En tout cas, durant ces 3 tours, j'ai pu profiter d'une thématisation faite aux petits oignons et de l'antenne de la chenille qui était à 2 doigts de tomber.
Vous en avez marre des SBF, ça fait quand même 3 coasters d'affilée de chez eux, donc on va changer un petit peu, mais on va rester sur un constructeur italien avec un coaster Preston et Barbieri. Bon, à vrai dire, je suis pas sûr qu'on y ait vraiment gagné au change là. Mais en tout cas, on va parler du Kiddie Coaster Draken. À propos de ce coaster, en point positif, on peut dire qu'il donne une super vue sur Zadra. Voilà, c'est tout. Autrement, tout ce qu'on peut dire, c'est que les wagons sont super inconfortables, le parcours est inintéressant, ça vibre, on rentre en force dans les virages, ça dure des plombes, enfin bref, c'est caca. Ensuite, pour rester dans la même zone, je vais vous parler du Kiddie Vekoma Frida. Alors ce coaster, c'est simple, je sais pas trop quoi en dire, c'est pas si mauvais que ça, mais en même temps il se passe tellement rien que j'ai rien à dire. En soi, j'ai pas envie de tirer sur ce coaster, c'est plutôt bien pour les enfants, c'est assez confortable, mais au niveau du parcours, y a rien quoi, c'est super court, y a zéro sensation, enfin bref, on passe. Ensuite, on reste chez Vekoma avec Energus Roller Coaster. Encore une fois, là, c'est pas si mauvais, c'est plutôt fluide, c'est pas désagréable pour les enfants, mais en vrai, il se passe rien du tout, quoi. En soi, c'est un 335 mètres de chez Vekoma, comme Silver Mountain à la mer de sable, et on voit que dès que c'est thématisé, ça gagne en intérêt, mais là, y a rien, quoi. Et maintenant, on retourne en Italie avec Zamperla et leur Disco Coaster. Quand on arrive dans la jolie zone Aqualantis au fond du parc, on est accueilli par un disco qui s'appelle Tidal Wave Twister. Et comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo, je suis vraiment pas un amateur de ce genre d'attraction. Surtout qu'à Energylandia, étant donné que les temps d'attente ont tendance à rester assez bas, et bien ils mettent des cycles vraiment longs sur les attractions. Ce qui a fait que sur ce disco, j'ai tourné pendant près de 6 minutes, ce qui était pas vraiment une partie de plaisir. Donc bon, à la limite, ils présentent plutôt bien comme arche pour cette zone-là, mais je remettrai plus jamais les pieds dedans. Et pour en finir avec ces crédits pourris, je voulais quand même vous parler de mon chouchou, et bien évidemment celui qui a marqué la plupart des gens qui l'ont fait. Je parle bien sûr du chef-d'œuvre de chez SBF Visa Group, Mars. Je peux vous dire que ce coaster ne peut pas vous laisser indifférent tellement il est magnifique. On a le droit à une thématisation Made in Energylandia qui vraiment pique les yeux comme il faut. Rajoutez à ça le parcours complètement casse-gueule et les transitions dont seul SBF ont le secret, et vous avez une alchimie qui est exceptionnelle. La théma est surchargée et complètement kitsch, on dirait que les aliens sont faits en pâte à sel, mais c'est ça qu'on aime à vrai dire. Donc en soi, ça reste un coaster tout pourri, je peux pas vous dire le contraire, mais il m'a fait tellement rire au milieu de ma chasse au crédit que je devais quand même un petit peu lui rendre hommage. Voilà ce que je considérerais comme les crédits pourris du parc. Après, pour ceux qui connaissent déjà Energylandia, ils vont me dire que j'en ai oublié un, et justement, j'arrive, je vais prendre sa défense. Alors je vous préviens, le coaster dont je vais parler, ça reste un très mauvais coaster, mais je trouve quand même que les gens sont un peu durs avec lui. Car il est temps de parler de la Spinning Wild Mouse de chez SBF qui s'appelle Viking. En effet, Energylandia a décidé en 2014 de se payer une Wild Mouse, et ils auraient pu aller avec Mack Rides ou Reverchon pour avoir un minimum de qualité, mais j'imagine que pour des raisons financières, ils ont décidé d'aller chez SBF Visa Group. Donc avec Viking, on est plus ou moins sur un copier-coller des modèles de Spinning Wild Mouse de chez Reverchon, dont l'idée avait déjà été bien pompée par Zamperla avant. Alors déjà que je suis pas très fan de ce modèle de coaster chez les autres constructeurs, quand j'ai vu que c'était du SBF, en effet, j'ai eu bien peur. Surtout qu'avant de venir à Energylandia, j'avais entendu beaucoup parler de Viking comme étant le pire coaster du monde. Et au final, pour être tout à fait honnête, ça a été quand même plus de peur que de mal parce que j'ai pas vu de grande différence avec une Spinning Wild Mouse de chez Zamperla, c'est clair que c'est moins bien que du Reverchon, mais ça va encore. Et bien évidemment, le grand problème de ce coaster là, c'est qu'ils ont décidé de mettre des harnais au-dessus des épaules sur un coaster où on a tendance à avoir des jets latéraux assez forts, donc forcément on peut se taper la tête. Mais au final, peut-être que j'ai été chanceux sur mon tour, mais ça m'a pas tant dérangé que ça, et franchement, je trouve qu'on en fait tout un cirque de ce coaster alors que ça va. En comparaison, plus tard dans l'année, je spoil un petit peu, mais j'ai fait des Wild Mouse Morer qui sont beaucoup plus douloureuses que ça, quoi. Bon, enfin bref, est-ce que je vous ai déjà dit qu'à Energylandia, ils aimaient bien les Family Boomerang ? Car oui, Energylandia, ils ont quand même pas mal collaboré avec Vekoma depuis leur ouverture, et on peut les comprendre, en vrai, Vekoma, c'est pas trop cher, la nouvelle génération est vraiment bien. Quand tu veux avoir une aussi grande quantité de coasters pour pas trop cher, franchement, je pense que c'est le meilleur compromis. Et un modèle qui fonctionne très bien en ce moment, c'est les Family Boomerang. Du coup, Energylandia en a ouvert un premier en 2017 qu'ils ont sobrement appelé Boomerang. Alors ce coaster, ils se font un petit peu dans la masse à vrai dire, il est dans son coin tout seul derrière une petite zone suisse très mignonne d'ailleurs. Il possède un parcours très classique ce coaster parce que c'est un modèle de catalogue, mais par contre là où Energylandia ont fait du bon travail, c'est sur son intégration. Visiblement en 2017, ils ont commencé à mettre un petit peu plus de budget dans les décors et ça se ressent. Fini la théma criarde en carton-pâte avec aucune logique, maintenant on veut quelque chose de plus naturel et de plus soigné. Du coup là on a le droit à une file d'attente plus agréable et plus végétalisée avec une jolie gare au bout et quelques éléments de décor pour animer le parcours. C'est vrai que niveau sensation il se passe pas grand chose et on peut pas dire qu'il y ait de storyline ou quoi que ce soit, mais par contre on va traverser la gare à plusieurs reprises pendant le parcours et au moment du rollback on va passer dans un clocher. Les couleurs sont jolies, les matériaux font plus naturel et ça fait tout de suite la différence. En tout cas, ce coaster, quoique très banal, je l'ai trouvé vachement bien parce que j'ai l'impression que c'est le point de bascule à partir duquel le parc a compris qu'il fallait un petit peu plus soigner ce qu'il faisait.
Et je trouve justement que le deuxième Family Boomerang du parc est le parfait exemple de ça. Ce coaster c'est Equipa Light Explorers, il se trouve dans la zone Aqualantis vers le fond du parc. Et c'est tout simplement l'un de mes Family Boomerang préférés pour une bonne raison, c'est son implantation. Dans une zone inspirée de l'Atlantide, quoi de mieux que de faire un coaster qui passe son temps au-dessus de l'eau et qui frôle des ruines. Je trouve le parcours très simple mais très fun et surtout ça nous permet de longer toute la zone d'Aqualantis en interagissant avec plein d'autres attractions. On passe au-dessus du boat ride, on voit les trains d'Abyssus se faire propulser en haut du top hat, on a le disco coaster en face de nous qui tourne, on voit Zadra au loin. Enfin bref, peu importe où se pose notre regard, il y aura toujours quelque chose qui se passe autour de nous. Et Equipa Light Explorers lui-même anime très bien la zone, c'est vrai que quand on voit le train monter sur la flèche et repartir tout au fond de la zone, ça invite à l'exploration. Et c'est pour dire, chose rare, je me suis surpris à retourner faire ce coaster alors que c'est juste un Family Boomerang tellement j'avais apprécié le moment. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par cette machine et je sais que le jour où je retournais à Energylandia, j'irai certainement me refaire un petit tour ou deux. Tant qu'on se trouve dans la jolie zone Aqualantis, il faudrait quand même qu'on parle de la pièce centrale. Car l'attraction principale de ce land, ça reste quand même un gros Vekoma qui s'appelle Abyssus. Quand vous foulez les dalles des allées proches de ce coaster, vous ne pouvez pas le rater avec son top hat twisté, son looping et son batwing. Et je peux vous dire que j'ai pas résisté très longtemps avant de m'engager dans la file d'attente de ce coaster quand j'ai vu les jolis trains Vekoma en forme de bateau passer sur ces rails bleus. Tout comme le reste d'Aqualantis, la file d'attente d'Abyssus est plutôt jolie avec des tons clairs et agréables et on a des jolis points de vue sur le coaster. Le passage des trains au-dessus de notre tête ne fait que renforcer l'envie d'embarquer dans ces derniers. Et ça tombe bien parce qu'on arrive dans l'assez jolie gare d'Abyssus pour embarquer pour un tour de plus d'1 minute 30. C'est pas mal Abyssus quand même. Eh bien honnêtement Abyssus c'est une très bonne surprise, alors c'est purement du délit de faciès mais visuellement il me faisait penser à Blue Fire, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais je trouve vraiment que Blue Fire c'est le pétard mouillé par définition. Et bien là dès le premier launch Abyssus m'a fait comprendre qu'il ne jouait pas dans la même cour que le coaster d'Europa Park. En effet on se fait surprendre par une propulsion très puissante avec un vrai kick au départ. On arrive sur une première partie qui est concentrée sur des petits changements de direction et des légers airtime. En raison de la vitesse qui est encore assez basse, on a le droit que à des petits floatings et on n'a pas beaucoup d'intensité, mais ça va se corser plus tard. Parce qu'on arrive sur un deuxième launch beaucoup plus progressif, mais qui cette fois-ci va nous emmener à 100 km/h. Avec cette vitesse, on va aller jusqu'en haut du top hat, qui est très beau visuellement, mais à vrai dire, au niveau des sensations, il change pas grand-chose par rapport à un top hat classique. Par contre, là encore, comme avec Toutatis, on a un trim en haut du top hat, ce qui fait qu'on n'a pas forcément d'airtime en entrée et en sortie de top hat. Mais bon, ça reste sympa au first et le décrochage dans la drop derrière est quand même bon. S'ensuit un looping vertical pas super intense mais assez vite oublié parce que derrière on a un camelback avec le plus gros airtime du parcours. Ce camelback est juste génial parce que déjà on a un bel éjector et en plus c'est cumulé à un super head chopper avec la gare. Mais encore une fois, quel dommage que Vekoma nous fasse des boss comme ça pour nous mettre des harnais vestes dans leur train qui atténuent les airtime. Mais bon, passons pour les harnais parce qu'il faut parler de quelque chose que Vekoma fait très bien, et là je vais parler des transitions. L'enchaînement top hat, looping vertical, camelback suivi de l'entrée dans le batwing, c'est du beurre. Ces éléments s'enchaînent tellement bien et naturellement qu'on a l'impression qu'ils ne font qu'un. Et c'est visible en particulier à cet endroit-là du parcours, mais c'est valable pour l'ensemble du parcours, il n'y a pas un souci dans les transitions.
C'est quand même assez bluffant quand on se dit que Vekoma c'est le constructeur qui dans les années 80-90 avait imaginé Goudurix et les SLC. Enfin bref, pour en revenir à Abyssus, du coup on était dans le Batwing qui fait une jolie figure d'appel mais qui est pas super intéressant. Sorti de ce Batwing, on va avoir une fin de parcours avec des changements de direction un peu mollassons et des petites bosses à airtime. On va aussi faire un corkscrew passer très lentement avec pas mal d'hangtime. Arrivé sur cette fin de parcours, on se demande un petit peu où ça va parce que certes c'est long et on en a pour notre temps d'attente, mais il se passe plus grand chose à vrai dire. Et c'est assez dommage, c'est rare de le dire, mais je trouve que ce coaster est trop long au final, ça le dessert. Du premier launch jusqu'au Batwing, ça fait que de prendre en intensité, mais au final on arrive sur les freins avec un sentiment mitigé. Et surtout, moi je tiens à vous prévenir, j'aime bien les jets négatifs et il y en a pas mal dans ce coaster, par contre si votre truc c'est les jets positifs, ce coaster est pas fait pour vous. Mais bon, en résumé, Abyssus c'est quand même un coaster qui présente bien, qui est assez fluide et confortable, avec un parcours intéressant. Et ce qui est terrible, c'est qu'à Energylandia, il vient un petit peu dans l'ombre de deux colosses avec Zadra et Hyperion, mais en vérité, il met quand même une bonne mandale à la majorité des coasters que j'ai déjà fait. En tout cas, ça montre que quand Energylandia fait un effort d'intégration et qu'ils investissent dans les bons modèles, ils arrivent à faire des super coasters. Maintenant qu'on a fait le tour d'Aqualantis, il serait peut-être temps d'aller découvrir la nouvelle zone de 2024 qui s'appelle la Sweet Valley. Et comme son nom le laisse entendre, ce land est thématisé sur les bonbons et les sucreries. C'est vraiment une zone qui m'intriguait parce que je trouvais le thème très intéressant avec des possibilités assez larges. Sur le papier, je trouvais l'idée super, mais avec Energylandia, on sait jamais trop si la réalisation va être au niveau. Et bah au final, je dois avouer que cette zone, elle est vraiment pas mal. C'est clair que c'est un thème assez spécial et que tout le monde n'appréciera pas forcément. Il faut aussi dire que c'est quand même une zone qui s'adresse plutôt au public jeune, voire très jeune. Mais j'ai trouvé le rendu très propre et très joli, et malgré le fait que toutes les finitions n'étaient pas encore faites, j'ai apprécié me balader dans les allées. Et qui dit nouveau land dit aussi nouveau coaster, et donc là on a le droit à deux nouveaux Vekoma. A commencer par le Kiddy Honey Harbor qu'on peut pas rater avec ses rails bleus et son train jaune pétant. Alors celui-là j'avais pas voulu l'intégrer au Kiddy pourri parce que je voulais en parler un petit peu plus longuement. Parce que déjà je dois dire qu'il m'a agréablement surpris, c'est vrai que c'est un coaster qui est super confortable, il y a quand même son petit lot de sensations surtout dans la chute. Et franchement, en sachant que c'est un coaster qui s'adresse aux tout petits, je trouve qu'on peut difficilement faire mieux. J'imagine que les enfants doivent adorer ce coaster, et même moi qui suis coaster fan, je l'ai trouvé vachement sympa. Et heureusement que je l'ai trouvé bien parce qu'il va bientôt arriver en Ile-de-France dans le parc Winoland. En effet, le parc essonien a décidé de se payer un clone de ce coaster qui devrait ouvrir cette année. Et si le coaster tourne aussi bien que celui qu'a Energylandia, franchement ça devrait être un franc succès. Mais dans la Sweet Valley, l'attraction majeure c'est pas ce coaster, c'est plutôt Choco Chip Creek. Et je peux vous dire que ce Mine Train Vekoma, ça a été une montagne russe de bonnes et de mauvaises surprises. A vrai dire, je venais un petit peu en Pologne en oubliant que ce coaster venait d'ouvrir, donc j'en avais aucune attente. Mais quand je suis rentré dans la file d'attente de ce coaster, j'ai commencé à me dire qu'Energylandia nous avait cuisiné quelque chose de très bon. On a là une file d'attente totalement en intérieur, beaucoup plus soignée et thématisée que ce qu'on retrouve ailleurs dans le parc. Et attention, petite alerte spoiler, pour la première fois à Energylandia, ils ont décidé d'intégrer un petit pré-show dans la file d'attente. Car à un moment donné, on va rentrer dans un ascenseur qui va simuler le fait qu'on descende dans une mine. C'est pas encore grand chose, mais c'est plutôt réussi et ça laisse à penser que dans le futur, ils le referont peut-être à une plus grande échelle. Mais bon, du coup, moi qui venais sans aucune attente à propos de ce coaster, la file d'attente m'a donné l'eau à la bouche. Maintenant, il nous reste plus qu'à le rider pour voir si c'est aussi bon qu'un Colorado Adventure ou qu'un Big Thunder Mountain par exemple. Et là, patatras, on a ni la thématisation de Big Thunder Mountain, ni les sensations de Colorado Adventure. Pour ce qui est de la théma, j'en veux pas à Energylandia, je comprends le fait d'ouvrir les coasters avant de terminer la théma, faut juste espérer qu'une fois fini, ça sera plus joli que ça. Ce qui était terminé était plutôt joli et je trouve que l'emplacement du coaster est pas mal. Par contre, au niveau des sensations, quel flop franchement. On passe 90% du parcours soit dans un lift, soit dans une hélix interminable. Et certes, on a quelques changements de direction sympas et les hélix sont plutôt intenses, mais le vrai problème, c'est les vibrations sur ce coaster. Je sais pas si le problème venait de chez Vekoma au niveau de la conception ou si c'était la maintenance du parc, mais le coaster était imbuvable au moment où j'y étais. J'ai entendu des gens qui sont retournés dans le parc plus récemment qui m'ont dit que le problème n'était plus présent, mais au moment de ma visite, c'était vraiment pas possible. Donc à vrai dire, moi, Choco Chip Creek, j'ai un peu du mal à le noter parce que d'un côté, ça a été une très bonne surprise au niveau de la thématisation, mais une très mauvaise surprise au niveau du ride. Donc bon, à voir le jour où je retournerai en Pologne, si entre-temps il s'est amélioré ou non, mais dans l'état, je suis pas très fan de ce coaster. Bon, j'imagine que jusque-là, vous avez pu le voir sur les images, mais j'ai eu le droit à un grand soleil pendant ma visite et il faisait même plutôt chaud. Et pour l'instant, je l'ai pas vraiment mentionné, mais je pense que ça se voit aussi, le parc est pas très végétalisé, pas très ombragé. Du coup, que ce soit dans les allées, dans les attractions, ou bien surtout dans les files d'attente, j'avais tendance un peu à cuire. Mais heureusement, pour se rafraîchir, le parc propose quand même une assez grande offre de water ride que j'ai pas trop pris le temps de faire, mais parmi ces water rides, on retrouve le water coaster Speed.
Et autant vous dire que mon analyse dessus va être très rapide parce que c'est un coaster qui va droit au but. Niveau décor et intégration, on voit qu'il y a eu une tentative de thématisation pirate complètement foirée. Mais c'est pas grave parce que quand on vient faire speed, on vient pas pour ça. Parce que ce coaster, c'est juste une gare, un canal pour nous emmener sur un ascenseur qui nous emmène à 50 mètres de haut, une chute toute droite, un parcours où il se passe rien, où on va à pleine vitesse, et un grand splash final. Et vous allez peut-être me dire que je suis trop bon public, mais moi je me suis vachement amusé dans cette machine, en soi ça fait le boulot. Et pour le moment, cette version du water coaster imaginée par Intamin, je la trouve bien plus réussie que celle de Mack. Ici, certes, le parcours est moins inspiré et les sensations moins présentes en dehors de la vitesse, mais au moins c'est fluide et arrivé à la fin du parcours, on se fait tous rincer, peu importe sa place. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas ça le but d'un water coaster ? Le maître mot ici c'est fun, on pose notre cerveau, on se prend des litres de flotte sur la tronche et on en sort avec un grand sourire à chaque fois. Et en tout cas, sans être une machine exceptionnelle, Speed ça reste un coaster à faire à Energylandia. Et en parlant de machine exceptionnelle, ça tombe bien, j'en ai gardé une pour la fin. Et oui, il est temps de retourner à l'entrée du parc pour rider l'hypercoaster Intamin Hyperion. Ou bien Pepsiperion pour les intimes. Et ouais, faut quand même payer les factures. Enfin bref, en tout cas là on parle d'un mastodonte, un coaster qui possède des records européens. C'est notamment le plus haut coaster à lift d'Europe avec ses 77 mètres de haut. C'est clair qu'on peut pas le rater, il donne très envie vu de l'extérieur. Mais par contre pour aller le rider, vous allez devoir le mériter parce qu'il va falloir traverser une file d'attente très longue où vous ne faites que de monter et de descendre. Et alors apparemment on a une thématisation autour de l'espace, mais à vrai dire j'ai pas tout compris. Moi tout ce que j'ai compris c'est que j'allais bientôt monter dans des trains Intamin pour aller rider potentiellement l'un des meilleurs coasters d'Europe. Ah, petite vue sympa. Bon alors déjà ça a pas dû vous échapper, mais Hyperion ça vibre. C'est un secret pour personne, je le savais déjà avant de venir et certaines personnes m'avaient dit que c'était carrément inrideable. Et donc moi je suis arrivé dans ce coaster en imaginant que ça serait Tonnerre de Zeus. Et laissez-moi vous dire tout de suite qu'on est loin de ça. Ok, on rebondit un petit peu dans notre siège et par endroits sur certains virages et certains creux on se fait secouer comme un prunier. Mais même en faisant 3 tours d'affilée au dernier rang sur les sièges extérieurs, donc les places considérées comme étant les pires, eh bien je m'en suis sorti avec un léger mal de crâne à la fin de mon 3ème tour, mais rien de dramatique. Mais autrement, plus on se rapproche des rangées vers l'avant du train et plus on se met sur les places intérieures, plus c'est confortable. Donc pour moi, ces vibrations sont certes un point négatif, mais pas un point rédhibitoire autour de ce coaster. Surtout qu'à mes yeux, le parcours et les sensations proposées par Hyperion ont surpassé le négatif. Et oui, dès la first drop, je suis devenu fan de ce coaster. On a le droit à une first drop gigantesque inclinée à 85 degrés dans laquelle on touche pas notre siège du début à la fin. D'autant plus qu'on a déjà monté 77 mètres mais que de l'autre côté on redescend 82 mètres. Et par quelle sorcellerie peut-on redescendre 5 mètres de plus que ce qu'on a monté ? Eh bien tout simplement un tunnel dans lequel on s'engage à 140 km/h et on se dit qu'on va jamais pouvoir passer vu la largeur du train. Eh bien en fait si ça passe, c'est tant mieux parce que derrière on s'engage dans un camelback magistral. Et ce camelback c'est simple, c'est comme Conda ou Expédition de GeForce, on a le droit à un éjecteur qui dure des plombes dont seul Intamin a la recette. Sorti de cette bosse, on arrive peut-être sur l'élément le plus génial d'Hyperion. Ça ressemble fortement à un dive loop ou à une dive drop, mais sur Hyperion ça s'appelle un twist and dive et c'est tout à fait ce qu'on va faire. C'est très surprenant parce qu'on va monter comme si on arrivait sur un camelback et au moment où on commence à avoir de l'airtime, on va d'un coup basculer sur la droite pour plonger en dessous de nous. C'est vraiment surprenant, c'est un mélange d'airtime et de whip et quand vous êtes au dernier rang, vous allez pas toucher votre siège. Ensuite, un enchaînement avec un bunny hop twisté et un autre bunny hop, et on arrive sur les deux éléments qui font perdre de sa superbe à ce coaster. Tout d'abord un camelback pris trop lentement avec à peine un peu de floating, et ensuite un overbank turn pas très intense et surtout très vibrant. Mais bon, heureusement on a le droit à un final vachement sympa avec un parcours moins aérien, plus au ras du sol avec des bunny hop twistés et des changements de direction. Et je suis arrivé sur les freins en ayant presque oublié le fait que le coaster vibrait.
Tout ça pour dire qu'Hyperion c'est un très bon coaster, certes il a ses défauts mais il propose des sensations qui sont dingues. L'enchaînement au départ avec la drop suivi du camelback avec le twist and dive au bout m'aurait suffi à vous dire qu'il faut absolument aller rider ce coaster. C'est à mes yeux l'une des meilleures machines d'Europe, notamment pour ce qui est des airtime. Maintenant il reste à croiser les doigts pour que le coaster ne se dégrade pas dans le temps et qu'il ne devienne pas inridable, mais dans l'état il faut vraiment aller le faire. C'est clair qu'il ne fera jamais l'unanimité, mais moi j'ai vraiment été conquis. Et bah ça y est, c'est bon, on a fait le tour des 20 coasters du parc et c'est l'heure du bilan. Alors déjà, je dois dire qu'à Energylandia, il n'y a pas que des coasters, loin de là, il y a énormément d'attractions avec une grande diversité. On a des water rides, on a des flat rides, on a des dark rides, mais c'est vrai que le parc est pas forcément réputé pour ça. Et j'étais vraiment venu pour essayer les coasters et j'ai fait que ça de mes 2 jours à vrai dire. Justement, les coasters, parlons-en parce que c'est sur ça qu'Energylandia s'est fait un nom. On voit partout qu'Energylandia c'est la capitale européenne des coasters et dans un sens c'est un peu vrai. On pourrait croire que c'est parce qu'il y a 20 coasters, il y a une quantité, une diversité folle, etc. Mais à mes yeux, pas du tout. Ce qui en fait la capitale européenne des coasters, c'est la qualité de ces 4 meilleures machines. En effet, quand on regarde bien, la plupart des coasters s'adressent plutôt à la famille et aux enfants, ou sinon c'est des coasters assez médiocres. Mais dans le haut du panier, on a du très très lourd. Les coasters Vekoma, Formula et Abyssus sont déjà des bonnes machines, mais le One-Two Punch Zadra Hyperion peut mettre KO la plupart des line-up européennes. C'est vrai que ces 2 machines-là sont tellement excellentes qu'à part si on chasse les crédits, on finit par faire que ces coasters. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même assez loin des parkings à coasters style Cedar Point ou Six Flags Magic Mountain où on a parfois 10 coasters qui valent le détour. Même en Europe, on a des parcs comme Liseberg, Fantasyland ou Parquet Warner Madrid qui ont eux aussi des line-up très solides. Mais ce qui va faire sortir Energylandia du lot, c'est le fait de pouvoir rider un gros RMC et un gros Intamin dans la même journée. Dans une moindre mesure, le seul parc en Europe qui peut proposer une offre à peu près comme celle d'Energylandia, ça va être Walibi Holland avec Untamed et Goliath. Mais je trouve quand même qu'à Energylandia, on est un gros cran au-dessus. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, mais Energylandia c'est une destination de choix et un incontournable en Europe pour les passionnés de coaster. Mais parlons un petit peu du parc dans sa globalité. Déjà, je tiens à souligner qu'Energylandia ça a été un petit coup de cœur pour moi. J'y suis resté 2 jours et je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai croisé énormément de gens très sympas et malgré le fait que j'y sois allé pendant une période où il y avait du monde, les temps d'attente restaient très bas. Le parc est super grand et la quantité d'attractions est assez folle, donc la foule se répartit assez bien dans le parc et en général on n'attend pas plus de 5-10 minutes même sur les grosses attractions. Par contre, il faut bien s'organiser dans sa journée et pas faire des allers-retours dans tous les sens parce qu'autrement vous allez marcher beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous dirais qu'il y a bien 15-20 minutes de marche pour aller de l'entrée jusqu'au fond du parc et certaines files d'attente sont très longues. Autrement, j'ai beaucoup critiqué la thématisation et les décors dans le parc, mais il faut dire que ça va vers le mieux. Et il faut dire que même dans les zones les moins jolies du parc, c'est animé, il y a de la musique dans les allées et ça rend le tout très vivant. Dans certains parcs, quand la théma et l'ambiance ne suivent pas, ça peut gâcher complètement l'expérience, mais à Energylandia, je trouve pas que ça soit le cas. Autre point positif à Energylandia, mais ça concerne la Pologne dans son ensemble, mais c'est les prix. Les vols pour Cracovie sont pas très chers, j'ai pu rester 4 nuits dans un hôtel très sympa à Oswiecim avec petit déjeuner pour à peine 150 €. Et en ce qui concerne Energylandia, en comptant le parking, les casiers et les billets basse saison sur 2 jours, je m'en suis tiré pour à peine 80 €. Bon après j'ai craqué sur place et j'ai dépensé plus d'argent dans les souvenirs que ce que j'avais dépensé dans les billets, mais faut pas le dire trop fort. Pour finir, je voulais parler d'un dernier point sur Energylandia, et peut-être que vous vous êtes posé la question, mais comment est-ce que ce parc grandit aussi vite ? Eh bien dans l'optique de booster le tourisme de loisirs dans la région et de créer de l'emploi, ils ont financé en partie le parc avec des fonds européens. C'est notamment grâce à ça que depuis 2014, quasiment chaque année, ils ouvrent des nouveautés à plusieurs millions d'euros sans faire des chiffres de fréquentation énormes. Et malheureusement, le parc polonais a récemment fait face à son premier revers depuis sa création. En effet, il devait inaugurer en 2025 le premier tilt coaster nouvelle génération de chez Vekoma. Ça aurait certainement été un très bon ajout pour le parc, mais malheureusement les subventions pour ce projet ont été gelées et le projet a été annulé par la suite. Et d'ailleurs, si nous Européens voulons voir ce qui nous est passé sous le nez, on n'aura qu'à regarder du côté de Cedar Point parce que le coaster a été racheté par le parc et va être monté là-bas sous le nom de Siren's Curse. Maintenant, il reste à espérer qu'Energylandia arrive à refaire des projets sympas dans le futur et qu'il n'ait plus de soucis de ce genre. Enfin bref, en résumé, Energylandia c'est un parc que j'ai beaucoup apprécié, il faut absolument aller tester les coasters là-bas. J'ai aussi discuté avec des Polonais qui m'expliquaient qu'ils étaient très contents d'avoir un parc comme ça près de chez eux parce que même pour les enfants c'était très bien, il y a beaucoup d'attractions familiales. Par contre, on ressent dans les décors et dans certains investissements que c'est peut-être un parc qui a grandi trop vite et des fois on a l'impression d'être sur Planet Coaster. Mais si on y va juste dans l'optique d'avoir du fun et de rider des grosses machines, le contrat est rempli. En tout cas, j'espère que cette vidéo, malgré sa longueur, vous aura intéressé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce parc.
Dans la prochaine vidéo, on visitera notre deuxième et dernier parc polonais. On ira en périphérie de Katowice visiter un parc qui s'appelle Legendia, et on verra que ce parc qui ne paye pas de mine cache quand même quelques très bonnes surprises. Mais bon, en attendant, moi je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo, je vous dis bonne journée et à bientôt.